Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et aujourd'hui on va vous inviter à cultiver votre jardin. Vous allez comprendre. Au sommaire, on vous propose une visite guidée du parc Galéa. Fabrice Fenouillère, le maître des lieux, nous fait le plaisir d'être en plateau pour parler du programme des conférences 2018, de ce lieu exceptionnel et également de ses coups de cœur. Bonjour Fabrice. Faustine, vous allez nous faire découvrir le Refettorio. C'est votre coup de cœur, c'est un lieu où finalement la grande cuisine se partage avec tous. Exactement, et c'est un projet mené par Massimo Bottura, qui est le maître de la cuisine à Povera. On verra ça tout à l'heure. À suivre, Serge Schinner, amateur. Alors, il est allé à la rencontre d'Emilia, les brocanteuse à Ajaccio, et elle va lui expliquer comment elle récupère tous ses trésors. Enfin, à 13h, on va faire un bilan sur le dispositif particulier de contrôle de sécurité pour les personnes malades qui a été mis en place en partenariat avec l'association INSEM et l'aéroport de Marseille-Provence. Si vous souhaitez réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Sans oublier Jean-Baptiste Léca, notre chroniqueur de l'Université de Corse, qui va nous accompagner tout au long de l'émission et qui va interpeller notre invité sur une plante un petit peu spéciale. En passant par le plateau du Cochon. Ça marche. Allez, si tout le monde est prêt, on démarre tout de suite la première partie d'INSEM. Bonjour Fabrice et bienvenue. Bonjour Célia. Merci d'être avec nous. Alors Fabrice Fenouillard, vous êtes le directeur du parc Galéa. C'est un lieu merveilleux où on vient cultiver son esprit, faire des découvertes en tout genre. Un lieu qui est vraiment à part et qui ne ressemble à aucun autre. Alors moi j'ai envie que vous nous parliez de ce lieu exceptionnel. C'est vrai que c'est un lieu un peu spécial. On l'a monté il y a une dizaine d'années sur le papier. Il a ouvert en mai 2012. Paul et Pierre-François Sémédé et Pierre et Fils sont aux manettes du projet à mes côtés. Et l'idée, c'était de monter un endroit qui soit à la fois un endroit de nature et de culture, un endroit de musée et de jardin. On allait mixer tout ça, puis un endroit où la Corse serait fière de ses racines. On raconte sur 2000 m² le patrimoine insulaire, mais surtout ouvert sur le monde et sur de l'universalité. Ça, on le fait à travers la muséographie, à travers des jardins parfois très exotiques et à travers un programme humain de rencontres et notamment de conférences. Parce que c'est un lieu, alors on les voit, il y a une collection de cactus assez exceptionnelle. Il faut aimer les piquants. Oui, mais c'est parce que c'est un lieu qui est très très piquant justement, où en tout cas on ne repart pas sans avoir été marqué et vraiment interpellé. Puisque au sein de ce parc, alors le lieu est merveilleux, mais sont organisées également des conférences tous les dimanches. Quels sont les thèmes qui y sont abordés ? Alors c'est vraiment le point fort aujourd'hui. C'est pas forcément celui sur lequel on avait mis l'accent lorsqu'on a créé le projet il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est vraiment celui qui nous tient beaucoup à cœur et on a tous les dimanches. Et c'est 30 fois par an. Tous les dimanches, c'est un vrai pari d'être aussi récurrent, je dirais, des scientifiques du plus haut niveau qui nous rejoignent pour parler histoire, pour parler géographie, pour parler philosophie, pour parler environnement. C'est-à-dire en fait toutes les thématiques plutôt actuelles qui traitent de la connaissance sous toutes ses formes, avec les plus brillants orateurs qui acceptent de venir à nos côtés. C'est ça, ce sont des sommités nationales, voire internationales, qui acceptent de venir partager leurs connaissances avec le grand public. Oui, alors ils acceptent. Aujourd'hui, c'est plus simple que quand on démarre, parce que ça fait 200 conférenciers qui sont passés par chez nous. Donc voilà, il se passe même le mot. C'est beaucoup plus facile. Ils ont envie de venir maintenant. Oui, et puis surtout, ils ont du public. Et ça, c'est important pour eux, parce que d'abord, il y a la Corse, il y a le public très très présent, il y a jusqu'à 1000 personnes, vous le savez, par conférence désormais, pour entendre parler du temps existe-t-il, des Indiens, des Mayas. Ça, c'est une belle surprise, c'est vraiment de la connaissance qu'on vient manger avec appétit ces dimanches après-midi à Galéa. Donc ils sont ravis d'avoir aussi ce public. Et donc je pense qu'ils sont plutôt bien accueillis de notre côté, donc ça leur donne envie de revenir et de se passer le mot entre scientifiques. Alors moi j'ai envie que vous nous parliez du programme. Ça a déjà commencé, mais il y a encore des conférences à venir. On a commencé effectivement le 5 mars et le parc va être ouvert sur cette modalité-là jusqu'au 28 octobre. Donc il y a 30 conférences et c'est bien tous les dimanches à 15h à Galéa. C'est comme ça marque l'esprit de savoir qu'à chaque fois on va grignoter du savoir là-bas à ces moments-là. Alors clairement là dans les semaines qui viennent, pour pas forcément égrener les 20 qui restent encore à couvrir, on va parler notamment très rapidement ici de la Terre avant les dinosaures. Qu'est-ce qu'on était quand maladroitement on sortait de l'eau comme une sorte de grosse salamandre gluante? Quelle tête on avait à cette époque? Il y a notamment un paléontologue du Muséum d'histoire naturelle qu'on connaît bien, Jean-Sébastien Steyer, qui va nous parler de ça, c'est dans quelques jours dimanche. Puis après, ce sera enseigné autrement, un philosophe qui va nous ouvrir les yeux sur d'autres méthodologies peut-être d'enseignement. Derrière, ça va être génial, on reçoit Lionel Nakache, Parlez-vous cerveau.
Et là, il va tout nous dire sur qu'est-ce qu'un neurone, des synapses, c'est quoi ce qui se passe dans notre tête, pourquoi est-ce qu'on est créatif, pourquoi est-ce qu'on arrive à animer brillamment une émission de télévision sur France 3 Viasté, en emmagasinant comme ça des choses. Oui, c'est ça, hein, comment ça fonctionne dans notre cerveau. Et Lionel Nakache, il est génial, c'est le plus grand neurologue en termes de pédagogie derrière qui puisse nous être amené à fréquenter. Donc il sera là. Et puis derrière, il y a Boris Cyrulnik, Axel Kahn, le couple qui est remis en question avec Jean-Claude Kaufmann sur la sociologie du couple, des choses très actuelles, les Indiens d'Amérique, les chamans, tout ce qui est du domaine de la connaissance et de l'envie de savoir. Il y a vraiment la volonté de démocratiser le savoir. Oui, et ça, Célia, c'est vraiment, je suis content que vous employiez ce mot-là parce que c'est vraiment ce qui nous guide et ce qui fait plaisir à toute l'équipe qui travaille autour de moi sur ce projet depuis des années, c'est que je pense qu'à notre modeste niveau, à Taglio, là-bas, du côté du piémont de la Castagnice, on a des gens qui viennent en conférence, et quand on parle d'un millier de personnes venant tous les dimanches assister à une conférence et qui n'y ont jamais mis les pieds auparavant, par ailleurs, sur une conférence. C'est pas vendeur, une conférence sur le papier. Ça fait même un peu peur. Ça peut faire peur, mais on en est conscient. Ça peut être réservé à des initiés. Hein. On se dit qu'on n'a pas la bonne veste, que c'est pas forcément un endroit où on est attendu, quand on n'a pas tous fait des études et qu'on n'est pas habitué. Et là, non. Les gens viennent comme ils sont, ça pourrait être un slogan, mais surtout mettre un petit pied au départ, se rendre compte que la thématique pour laquelle ils sont venus, je pense dernièrement à Akhenaton, par exemple, le pharaon égyptien qui nous a été raconté il y a 2 jours, eh bien, ils se disent, tiens, finalement, je comprends bien tout ça, mais c'est surtout génial de se cultiver un dimanche après-midi. Et même les non-initiés se régalent, les enfants, les ados, le mettent sur le CV aujourd'hui, qu'ils sont venus écouter une trentaine de conférences à Galais pour après suivre des études supérieures, on l'a vu, quoi, ils nous écrivent sur ça. On se sent riche de connaissances, ouais, on repart avec quelque chose. Et puis, c'est vraiment le savoir pour le savoir, complètement décomplexé, ça nous fait vraiment plaisir que ça se passe comme ça. Alors, soyons un petit peu pragmatiques. Ouais. Si on a envie d'y assister, vous avez dit 1000 places. Oui. Comment est-ce qu'on s'organise pour venir? Alors, les places ne sont pas forcément arrêtées à 1000. En fait, c'est la fréquentation actuelle que nous avons sur ces rendez-vous. Parce que c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué parce qu'on a commencé, il y avait 15 personnes, hein, il y a 4 ans, dans les premières conférences, qui étaient pourtant déjà données par des sommités. On a 600 places dans un établissement qui est, lui, l'établissement de conférences, avec toute une série d'écrans et de relais d'images. Et maintenant, on a mis effectivement des relais dehors, de manière à ce qu'on puisse également, sous les oliviers, puis même sous des pergolas d'ombrage, avoir le renvoi de la conférence et pouvoir être aussi bien placé quasiment que quand on est à l'intérieur et surtout venir rentrer pour les questions-réponses. Donc il faut venir un peu plus tôt que d'habitude, venir à 14h pour la conférence de 15, visiter les musées, visiter les jardins, avoir ses enfants qui font peut-être déjà les premiers ateliers et puis après se placer face aux conférenciers. C'est satisfaisant. Hein. Oui, oui. Même socialement parlant, c'est intéressant parce que ça montre que les gens, ils n'ont pas envie de rester dans du jugement foutisme. C'est une société qui veut savoir. Ça montre qu'il y a un vrai appétit pour la connaissance sous toutes ses formes et que quand elle est racontée de manière ludique et pédagogique, avec des scientifiques qui se mettent au niveau de tout, c'est ce qu'on leur demande, même quand ils sont professeurs au Collège de France, hein, même quand ils sont extrêmement brillants dans leur domaine, eh bien on se rend compte qu'effectivement c'est fait pour tout le monde et il y a un vrai appétit pour ça. Ça fait plaisir, ouais. Et c'est un véritable moment, oui, en tout cas, qui va rester gravé dans les mémoires. Et puis c'est un bon moment aussi. On va vous conseiller d'y aller avec un petit pique-nique, tant qu'à faire. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Jardin. Allez, à suivre justement, on vous propose de découvrir un lieu où les plus humbles peuvent se restaurer dans un établissement qui est dédié à la grande cuisine pour tous. C'est votre découverte du jour, Faustine. Exactement, et c'est en fait aussi une proposition d'invité pour le parc Galéa. Allez, je prends. Voilà, vous allez me dire si c'est possible ou pas. On sort un peu du cadre scientifique. Je voulais effectivement vous parler de celui qui est devenu l'emblème à la fois de la gastronomie et de la lutte contre le gaspillage. Cet homme, c'est Massimo Bottura. Massimo Bottura, c'est un chef italien. Il tient l'Osteria Francescana à Modena, restaurant qui a obtenu le titre de meilleur restaurant du monde en 2016. Vous connaissez, Fabrice? Oui, non, j'en ai entendu parler, oui, sur le thème de l'économie bleue, du recyclage, je crois, voilà. Intelligent. Ouais. Eh ben, voilà, on y vient. Donc, c'est aussi le représentant de la cucina povera, à la manière un peu de l'arte povera des années 70. Il nous explique, en fait, comment utiliser ce qui reste comme vecteur de création. Alors, le 15 mars a ouvert à Paris le Refettorio, dans la crypte de l'église de la Madeleine. Le Refettorio, c'est un restaurant durable et culturel pour les plus démunis. 100 repas sont servis tous les jours par des bénévoles, tous les soirs, à partir de 130 kilos d'invendus et des menus élaborés par Alain Ducasse, Yannick Aleno et Bottura lui-même. Donc c'est quand même de la gastronomie. Pas trop mal, voilà. Non, exactement. Il y a 6 autres réfectories dans le monde. L'aventure de Massimo Bottura a commencé à Milan en 2015, en fait, pour l'Expo universelle, quand il a réalisé toute la nourriture qui serait jetée, il a récupéré les restes et il a fait des petits repas qu'il a distribués. Il faut savoir aujourd'hui que le Refettorio de Milan sert 100 repas à midi pour les étudiants, 100 repas le soir pour les plus démunis. Le mot Refettorio, c'est
c'est intéressant parce que ça vient du latin reficere, restaurer. Parce qu'il insiste parce que pour lui, en fait, manger, c'est restaurer l'âme. Et c'est ça qui est important. Il y a quelque chose de vraiment spirituel dans le fait de se nourrir. Et il insiste sur un point, ce n'est pas de la charité. C'est un restaurant où les hôtes sont des invités. Et dans ce projet, il y a aussi une partie éthique, une vraie volonté de convertir les gens à une cuisine, un mode de cuisine un peu différent. Alors, il faut savoir qu'on produit de la nourriture pour 12 milliards de personnes, mais nous sommes 7 milliards. Et c'est ça un peu qui l'a mené à créer le réfectoire. Alors moi, je me tourne vers vous. Est-ce que ça peut être une thématique qui pourrait être abordée? Est-ce que quelqu'un comme ça pourrait être invité? Complètement. Complètement, parce qu'on est à la fois dans de la philosophie de la nourriture, vous l'avez dit, on est à la fois dans le développement durable, on est à la fois dans le soutien aux populations, tout ça avec un grand cœur. Oui, carrément. Puis on a invité, pas du tout cette personne-là, mais on a invité des gens qui travaillaient sur la grande histoire de l'alimentation, depuis les cavernes jusqu'à la cuisine moléculaire. Et on a retrouvé cet exemple-là à l'intérieur, comme quelqu'un, vous l'avez bien fait ici, qui était très avant-gardiste, y compris sur la manière de donner à manger aux autres. Ça, c'est vraiment une belle adresse. Et il a sorti d'ailleurs un livre qui s'appelle Le pain et or, parce que pour lui, le pain ne se jette jamais, il se recycle toujours. C'est un élément fondamental. D'ailleurs, il le dit, sa Madeleine de Proust, son plat préféré, vous savez ce que c'est? C'est le café au lait avec le pain à l'intérieur. C'est le mien aussi, hein, c'est ma Madeleine de Proust. Vous, ce serait... Je suis adepte de ça. Tout simplement. Voilà. Et il nous dit, par exemple, dans son livre, que le pain, au premier jour, on peut faire une bruschetta. Le deuxième jour, on fait une panzanella, qui est du pain un peu rassis mélangé avec de la tomate. Et au quatrième jour, on fait des gnocchis de pain. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Il nous explique, en fait, comment réutiliser toujours à 100% tous nos produits. Par exemple, la croûte de parmesan. On ne la jette jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec la croûte de parmesan? On la met dans une soupe, on la fait cuire avec sa soupe. Et ensuite, on la coupe en fines lamelles. Voilà, donc il y a plein de petites idées comme ça. Une dernière, ce sont les pâtes au pesto de menthe et de pain. En fait, un soir, il a des gens à manger chez lui. Il s'aperçoit qu'il n'a plus de basilic pour faire du pesto. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pesto avec de la menthe, avec du thym. Et au lieu d'utiliser des pignons qui, en fait, sont très chers, parce que c'est quand même 50 € le kilo, qu'est-ce qu'il prend? Du vieux pain, du pain rassis. Et il dit, on peut faire un pesto di tutto. On peut faire un pesto de tout. Voilà, donc c'était ma petite idée pour le parc Galéa. Il y en a plein d'autres, hein, ça peut... On voit bien encore que dans la simplicité, on est dans le partage et on apprend des choses. Exactement, et il fait, alors juste très rapidement, il fait des pâtes en sauce avec, comme pâte, vous savez quoi? De la peau de banane. Alors, je suis pas sûre. Non, mais ça paraît sur votre corps. Il n'y a personne qui a été convaincu. Ouais, on suit un peu moins là. Pas forcément invité ce monsieur, s'il a moyen de Si c'est lui qui les prépare. Voilà. Si vous voulez, moi je vous le ferai pas, clairement. Si c'est lui, mais si c'est vous, non. Voilà. Merci pour cette découverte, Faustine. Allez, petite parenthèse déco à suivre. Si vous avez envie de mobilier vintage, de trouver des trésors ou alors des pièces, vous savez, qui sont atypiques, c'est le moment de suivre Serge. Il est en route pour chiner dans la brocante d'Émilie, on le suit. Salut une scène, aujourd'hui je chine, donc je redécore la maison, donc rendez-vous chez la brocanteuse. Si vous aimez chiner dans les brocantes et autres antiquaires pour dénicher l'objet rare qui va changer votre vie et votre décor quotidien, bienvenue à la Cour des Miracles à Ajaccio. Ici, plusieurs styles et époques se superposent, des années 50, 60 et 70. Une véritable caverne d'Ali Baba que je vais visiter avec Émilie, la tenancière du lieu. Comment on devient brocanteuse d'ailleurs? C'est une question ça. Comment on passe de simple chineuse à brocanteuse? En fait, ça a été une découverte d'un lieu, surtout, une rencontre avec l'ancien brocanteur, antiquaire même, on peut dire. Et mon papa était quand même dans le meuble, il a un dépôt-vente sur la plaine orientale, donc on était un peu dedans, et puis on a toujours récupéré des meubles. Enfin, on n'est pas on jette pas, nous, chez nous. Pour te fournir, comment tu fonctionnes? C'est les vides-greniers, c'est voir des gens, c'est aller sur les marchés aux puces. Comment tu te fournis? C'est tout ça, oui, vide-grenier, brocante. Après, surtout chez les particuliers, soit ils viennent à moi, soit on me donne des adresses, après des successions surtout. Voilà, et moi je fais aussi les marchés professionnels sur le continent plutôt.
où là, du coup, j'achète des meubles qui me sont plus, où j'ai plus de plaisir à acheter dans les années qui me conviennent. Toi, ton goût personnel, ta tendance, c'est quel genre de meubles? C'est quoi qui t'intéresse? Moi, ma tendance, c'est peut-être plus les années que j'ai pas vécues. C'est 70, 60, 50. Après, il n'y a pas vraiment d'années spécifiques. C'est au coup de cœur aussi. J'aime bien mélanger les styles, les années, tout. Et en fonction surtout de ce que je trouve. Et puis, bon, il y a un petit côté déco aussi quand même. Hein. C'est pas que de la collection. En ce moment, il y a donc Elvire qui est là. En fait, je me suis intégrée donc, dans la jolie brocante d'Émilie. Et du coup, je vends mes meubles que j'importe d'Indonésie. Donc, il y a de la décoration, des meubles, tout ça. Et en fait, on fait des événements où on publie ça sur les réseaux sociaux. Et donc, ça fait découvrir le lieu sur un événement précis. Après, on fait des événements comme des vide-dressing, vide-grenier qu'on organise ensemble. Et ça se passe dans la cour et c'est assez sympa et ça fait vivre un peu le lieu, quoi. Bon, mais salut, moi j'ai trouvé une petite carafe, hein, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de l'apéro. Bon appétit. Avec modération tout de même, Serge, allez, à demain. Allez, on poursuit notre émission spéciale sur la programmation 2018 des conférences du Parc Galéa en compagnie de Fabrice Fenouillère, qui est le directeur de ce lieu d'exception où l'on vient cultiver son jardin, comme l'écrivait Voltaire. Un lieu où la culture est accessible à tous. Oui, ça c'était un choix de départ avec l'équipe qui m'entoure de faire en sorte que ces dimanches de découverte et puis les musées, les jardins d'une manière générale puissent vraiment être ouverts à tous. Et le système de passe qu'on a mis en place fait aujourd'hui, même si c'est toujours difficile de parler d'euros, fait qu'aujourd'hui avec 45 € par an pour une famille de 6, on vient à volonté au parc, aux dizaines et dizaines d'ateliers qu'on souhaite pour les enfants toute l'année, oui, pendant 8 mois. Et puis, on peut assister à toutes ces conférences. Donc voilà, c'est 45 € d'adhésion pour venir à 6 toute l'année sans jamais faire la queue, sans plus jamais payer un centime. C'est vraiment l'esprit du parc, ça. D'accord. Alors là, c'est le drame. J'ai envie de vous demander si vous deviez choisir une conférence. Votre coup de cœur, celle qu'il ne faut pas rater, ce serait laquelle? Alors, c'est effectivement un parti pris très fort, parce que je ne voudrais pas que ça influence quiconque, mais je pense... Il y avait Daniel Tammet qui est passé il y a quelques temps. Alors c'est un peu rétro que d'en reparler, mais c'était cet autiste. C'était cet autiste Asperger, mais qui est surtout un écrivain reconnu aujourd'hui dans le monde entier, qui a été une rencontre humaine formidable. Il y a eu des larmes dans la salle avec beaucoup de monde en termes d'émotion, avec ce que cette personne avait à dire sur sa problématique autistique et son parcours aujourd'hui d'auteur. Je dirais que ce sont les chamans. À venir, moi qui m'intéresse bien, je ne l'ai pas programmé pour moi, on fait venir un chaman équatorien, je ne crois pas spécifiquement à ça, c'est juste en termes de curiosité intellectuelle, d'anthropologie, un chaman équatorien qui va venir avec un autre spécialiste international des chamans, mais qu'on connaît déjà, il va nous raconter sa position sociale, ce chaman équatorien, dans cette société au cœur de l'Amazonie, et nous raconter comment, avec 12 enfants et un grand arbre dont il est le gardien, eh bien, il vit cette position de passeur de quelque chose. D'accord. Ce sera en mai. Ce sera en mai, très bien. Et maintenant, si je vous demandais le thème qui va surprendre le plus le public, ce serait lequel? Alors, pour les échos que j'en ai sur la programmation qu'on a à proposer, je pense que ça va être le blob. Le nom est déjà rigolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le blob, c'est le truc vivant le plus génial au monde. C'est un être vivant qui n'est pas un végétal, qui n'est pas un animal, qui n'est pas humain, bien évidemment, qui n'est pas non plus un champignon. Ce n'est rien d'autre qu'un petit être vivant, mais génial, parce que c'est une seule cellule qui peut faire 10 mètres carrés. C'est comme si notre corps faisait la taille de la Terre, en comparaison des cellules que nous avons, qui, quand vous la coupez, se recompose. C'est une sorte de mousse, pour simplifier, qui vit en sous-bois, mais c'est un myxomycète de la famille des protistes. Scientifiquement, c'est un peu complexe. Mais c'est un truc qu'on aura sous les yeux, qui réfléchit, mais qui n'a pas de neurones,
là vous l'avez à l'image, hein, qui réfléchit. Il y en a en Corse, hein, je vous le dis. Hein. Ce truc-là réfléchit mais n'a pas de neurones, mange mais n'a pas de bouche, est solidaire avec quand on le coupe, est immortel, à part beaucoup trop de sécheresse. Et surtout, on peut lui apprendre des choses. On peut lui apprendre à traverser un pont. Il se rend compte si le pont est trop acide, il repart en arrière, il trouve une autre solution. Vous le coupez façon puzzle dans un labyrinthe, il se recompose et repart manger ce qui se passe à côté. C'est un truc incroyable. Et c'est Audrey Dussutour, qui est une scientifique de Toulouse, qui va nous faire rencontrer l'élément vivant le plus étonnant sur la Terre. Et c'est en mai également, c'est le 13 mai. Incroyable. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser ces conférences aussi surprenantes les unes que les autres ? C'est l'envie de parler d'universalité tout en ayant les racines bien ancrées chez nous. L'idée de se dire qu'on pouvait être entouré d'eau mais entendre parler de Mars, entendre parler des Mayas, être au courant des dernières nouvelles de la science. Et puis quand on a vu qu'il y avait un appétit pour justement cette universalité du savoir et qu'en plus eh bien, toutes les générations se retrouvaient autour de ces thématiques, ça nous a donné envie de continuer. Et de 5 à 10 conférences par an, on est passé à 30. Et c'est ça qui fait peut-être un tout petit peu, si je peux me permettre, on va pas dire le succès, ce serait prétentieux, mais l'envie de venir nous voir, c'est qu'on sait que c'est tous les dimanches de manière récurrente. Et ça donne des habitudes sur une sorte d'université populaire, si on veut dire. Alors ça c'est bien résumé. Alors vous avez prononcé les mots racines, envie d'apprendre, jeunesse, ce qui me fait penser évidemment à notre Jean-Baptiste. Alors lui c'est un jeune homme qui est en plein apprentissage justement, il a du talent mais il ne faut pas lui dire. Il a décidé de vous faire découvrir un autre lieu d'exception dans lequel pousse une plante. Alors c'est pas le fameux blob, mais quoique il faut s'en méfier quand même. Toutes les explications après le jingle. Sì, dunque io vado a parlare ad un altro parco, un parco che mi tiene a cuore di Poitiugo, qui di Cuscione, un luogo di verdura selvatica, quindi accampa ogni vegetazione, animali, uomini, ma la natura ci fa una maestra, quantunque, sotto neve d'inverno, a Chapitana di Stato, situata più o meno 1500 metri d'altitudine, le Cuscione è classé Natura 2000 e géré par le parc régional e si stende a poco presso a 7000 ettari che sono sparsi tra 4 comuni. 3 di Alta Rocca, Audè, Sara di Scopame e Coenza, una di Alto Tara ou Tsicao. Bon alors, le Cuscione, Tel Aviv, Rocchigiano, ça dépend qui on demande. Au piano du Cuscione, permetti di raggiungere l'Alcudina, un monte situato più o meno a 2000 metri d'altitudine. Da qui, c'è una vista meravigliosa, un endroit duquel on peut voir la Corse à 360 degrés. Et si on a la chance d'avoir le beau temps, on peut même aller jusqu'à la Sardaigne. Et ma pas vu la sous-spectacle où tu vois le marché à Guagitreori. Bon, c'est pour ça, si on prend le mauvais temps, on est content. Hein. E sto piano, fuori di un mondo, a mezzo ai montagne, che li girano come se volevano proteggere sul luogo di bellezza, ci offre animali come i porchi, i cavalli, vacche, muvri, acedi rapaci. E in due umanze o selvaggi o campano insieme in una perfetta armonia, dice la radio. Bah, di più, a mezzo si pozzi, un prato di verdura tamanto, in dove possiamo trovare di stati, una pianta endemica. Ah, voilà. Là, la c'est le drame. La fameuse. Alors, la petite plante violette. Oui, la jolie plante violette. La question, c'est est-ce que c'est une vraie toxique? C'est ça, voilà. Vous l'avez dit, elle fait partie des plantes les plus toxiques. C'est peut-être pas la plus toxique, on va dire, si neurologiquement on travaille sur ce qu'elle peut nous procurer comme mauvaise sensation. Mais elle fait partie des 10 plantes les plus toxiques de Corse évidemment, mais de France d'une manière générale, d'Europe aussi. Il y en a qui sont sympas, hein, le laurier de nos jardins, pour faire un barbecue, inviter éventuellement une belle-mère avec qui on ne s'entend plus. Le laurier rose. Le laurier rose, oui. Très intéressant pour faire des brochettes et très discrètement se débarrasser des. Comment ça se fait? C'est juste au toucher ou c'est... Pour parler du laurier, pour l'aconite, ce sont surtout les racines qui sont extrêmement toxiques. Mais par exemple, pour le laurier rose, c'est la feuille. Il est laurier, oui, et puis il est toxique sur toutes les coutures. Que ce soit la racine, que ce soit les branches, que ce soit la feuille. Le muguet est sympa. Si vous devez offrir un petit verre d'eau dans lequel un muguet aurait séjourné à la personne que vous aimez moyennement, vous pouvez lui faire boire. C'est pour ça, c'est trompeur. C'est trompeur. C'est se débarrasser de Je n'ai que des conseils pour se débarrasser des gens. Vous pourriez faire un livre. Mais ça tombe bien. Il est là. C'est pour ça, c'est un peu trompeur. Attention, il n'a pas compilé. C'est un peu comme Fabrice, vous n'avez pas compilé toutes les plantes pour se débarrasser des gens. Qu'on n'aime pas, rassurez-nous. En revanche, c'est votre autre passion. Les plantes, et vous avez donc écrit ce livre, Des plantes et des hommes, qui est issu des chroniques végétales. Alors quels sont les trésors que vous avez compilés dans ce livre?
Ça, c'est un projet effectivement plus personnel. Je vous remercie aussi d'en parler. Néanmoins, aux éditions Gallet, on l'a sorti en interne. Ça suit en réalité 4 ans de chronique végétale que j'ai la chance de pouvoir faire sur les ondes d'RCFM et qui me permettent tous les dimanches, il y a 2 plantes par week-end, de passer en revue comme ça tout ce qui fait l'intérêt de plantes. Ça fait 250 à peu près chroniques et 250 plantes sur 3 minutes comme ça de commentaires que j'ai l'occasion de faire en radio. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir la conite. Je l'avais fait en radio et je l'avais aussi refait sur les plantes de sorcières en expliquant tout ce qu'elles pouvaient apporter d'intéressant au Moyen-Âge et aujourd'hui. Et là, c'est 150 plantes qui ont été compilées, beaucoup de Corse, beaucoup du bout du monde, avec à chaque fois leur parcours, leur histoire. Ce qui fait que l'ail, à un moment donné, du côté des pyramides par exemple, les gousses d'ail ont été à l'origine de la première grève des hommes parce que c'était le salaire et on ne leur donnait plus. Ce qui fait que la tulipe a fait un jour qu'on est devenu complètement fou en Hollande et qu'on échangeait un bulbe de tulipe. Je vous donne, Célia, un bulbe de tulipe lorsque nous sommes en Hollande au XVIIe siècle et vous me donnez les clés de votre palace vu sur le canal d'Amsterdam de 150 mètres carrés. On est devenu complètement fou. C'est la première d'ailleurs, quasiment les prémices de cette bulle spéculative et de la bourse. Les tulipes contre des immeubles, c'était incroyable. Ça se passe par exemple en Hollande et c'est 150 histoires comme ça sur plein de plantes. Ça continue aujourd'hui avec les startups. Oui. Plaisanterie. Vous l'avez dit, c'est aux éditions Galéa. Forcément, ce livre est merveilleux. Vraiment, il y a une approche ludique et didactique. On n'est pas obligé de le lire d'un trait, même l'ouvrir au hasard. À chaque fois, c'est un bon moment de découverte. Si on veut se le procurer, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Oui. Voilà. Et pour la petite histoire, ça a été un véritable succès. Ça a été le succès de l'hiver dans les librairies. Donc vraiment, allez-y. Merci infiniment, Fabrice, d'être venu partager votre savoir et votre bonne humeur avec nous et nous inviter à aller au parc Galéa. La prochaine conférence, c'est le 15 avril. Oui, c'est dans, pas de bêtises. C'est dans 4-5 jours, c'est dimanche et c'est la Terre avant les dinosaures. Les salamandres sortant maladroitement de l'eau qui étaient les ancêtres. fameuses. Allez, Cédie, merci infiniment d'être venu. À suivre un sujet plutôt société. On va faire un bilan sur un dispositif particulier qui a été mis en place au contrôle de sécurité à l'aéroport de Marseille-Provence. C'est Anne-Marie Horticone qui est membre de l'association INSEM qui va tout nous expliquer. Ce sera juste après le flash de 13h. À tout de suite.